Lui, on peut-tu... C'était presque un compliment. Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des Transports et de l'Environnement ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Je vous rappelle que la Commission est réunie afin de poursuivre la consultation générale et de tenir des auditions publiques à l'égard du projet de loi numéro 71, loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives. Alors, nous recevons dans un premier temps les gens qui représentent Importation EcoBoat. Monsieur Bourbeau, bienvenue en commission. Si vous voulez, vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Vous pourriez peut-être nous présenter les personnes qui vous accompagnent, puis ensuite vous avez 10 minutes avant l'échange. Merci, Madame la Présidente. La présentation va être faite par Madame Bonneville. D'accord. Madame Bonneville. Merci. Alors, je nous présente Marlène Bonneville et Ronnie Bourbeau, tous deux propriétaires de Importation EcoBoat, ainsi que Nicolas Mailloux, porte-parole de l'Association des propriétaires de véhicules importés du Québec, ainsi que Mathieu Laframboise, qui est président de la même association. Alors, j'aimerais tout d'abord préciser que nous ne sommes pas ici pour exprimer nos commentaires dans le cadre du projet 71. Nous avons été invités aujourd'hui pour faire part de nos commentaires sur l'arrêté ministériel 2009-15 de la ministre des Transports qui porte sur les véhicules avec poste de conduite à droite et sur les véhicules japonais de la catégorie Ki. Madame la Présidente, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être entendus par la Commission. Importation EcoBoat est une compagnie spécialisée depuis 2008 dans la vente et l'importation de véhicules japonais de la catégorie Ki. Les véhicules Ki représentent une catégorie bien spécifique de véhicules au Japon qui ont une cylindrée maximale de 660 cc et qui répondent à des dimensions spécifiques. Bien que plusieurs types de véhicules soient offerts dans cette catégorie, tels que de petites voitures de style antique, des minivans, des mini-camions et de petites voitures familiales, nous nous spécialisons plus particulièrement dans les mini-camions de la catégorie Ki, qui sont fabriqués entre autres par Suzuki, Mazda et Honda. Ces mini-camions sont majoritairement à 4 roues motrices, ont une capacité de charge de 750 livres et consomment aussi peu que 5,6 litres au 100 km, ce qui en font des véhicules très intéressants pour les consommateurs québécois qui n'ont actuellement aucune alternative aux gros camions consommant plus de 16 litres au 100 km. Nous aurions bien aimé aujourd'hui être accompagnés de d'autres compagnies œuvrant dans notre domaine. Cependant, grâce aux décisions hâtives et, à notre avis, injustifiées du ministère des Transports, ils ont tous dû fermer leurs portes. Nous sommes donc la seule entreprise du domaine encore en affaires. En effet, en avril 2009, un moratoire de 6 mois sur les véhicules avec conduite à droite était adopté, et ce, sans aucun préavis. Nous nous sommes donc retrouvés avec plus d'1 demi-million de dollars de véhicules en inventaire qui, du jour au lendemain, perdaient toute valeur car ils ne pouvaient plus être immatriculés et utilisés sur les routes du Québec. À l'expiration du moratoire en octobre dernier, la ministre a adopté un arrêté visant à prolonger le moratoire, mais aussi à restreindre l'accès aux routes publiques aux véhicules japonais de la catégorie Ki, qui étaient déjà immatriculés. Ainsi, nos 200 clients ayant déjà fait l'acquisition de leur mini-camion en toute légalité se sont vus retirer leur droit de circuler sur les routes de plus de 70 km/h. Or, la majorité de ces propriétaires demeurent dans des zones rurales où les chemins de 80 et 90 km/h sont très fréquents. Plusieurs de ces propriétaires sont carrément prisonniers chez eux, puisque la route même sur laquelle ils demeurent est de plus de 70 km/h. Nous déplorons les décisions hâtives qui ont été prises dans ce dossier et nous désirons que les quelques 200 propriétaires ayant fait l'acquisition de leur véhicule en toute légalité retrouvent leurs droits. De même, nous estimons qu'il est injustifié de conclure du risque sécuritaire que représentent les véhicules de la catégorie Ki. Selon le ministère des Transports, les véhicules de la catégorie Ki présentent un risque du fait qu'ils ont le poste de conduite à droite et qu'ils n'étaient pas exigés à effectuer des tests de collision durant les années 90 au Japon. J'aimerais éclairer ces affirmations. Mentionnons tout d'abord que les véhicules japonais de la catégorie Ki sont autorisés par Transport Canada et qu'on en retrouve circulant sur les routes de toutes les autres provinces canadiennes, et ce, sans restriction. Plusieurs milliers de véhicules Ki circulent sur les routes de la Colombie-Britannique et à chaque mois, 200 nouveaux véhicules japonais y sont immatriculés.
De plus, il n'existe aucune obligation canadienne à l'effet que les véhicules soient munis d'un poste de conduite à gauche. Ainsi, les véhicules actuellement commercialisés au Canada pourraient être offerts avec un poste de conduite à droite tout en respectant les exigences de Transport Canada. Deuxièmement, le rapport sur les risques d'accident préparé par la Société de l'assurance automobile du Québec et sur lequel le ministère des Transports appuie ses décisions porte sur les véhicules sport à conduite à droite et exclut spécifiquement les véhicules de la catégorie Key, puisque la SAC ne dispose pas de données en quantité suffisante pour en effectuer l'analyse. Il est aussi important de mentionner que la grande majorité des conducteurs de mini-camions Key ne font pas partie des groupes d'âge étudiés dans le rapport de la SAC. En effet, les groupes d'âge analysés portent sur les hommes de 19 à 34 ans, alors que 92% des propriétaires de mini-camions ont plus de 34 ans. Tel que nous avons pu le constater dans le rapport de la SAC, plus l'âge du conducteur augmente, plus le surrisque diminue. Ainsi, quel serait le surrisque pour des conducteurs de 45 à 59 ans qui représentent 43% des conducteurs de mini-camions Key? Ou quel serait-il pour le groupe de 60 ans et plus qui représente 28% des conducteurs? Bien que ce rapport ne comporte aucune donnée sur le groupe d'âge des conducteurs de mini-camions et ne porte pas sur la même classe de véhicules, c'est pourtant sur ce rapport que se réfère le ministère. Bien qu'au Japon, dans les années 90, des tests de collision n'étaient pas exigés pour les véhicules de la catégorie Key, certains modèles étaient à la même époque exportés vers la Grande-Bretagne, les États-Unis et même le Canada et rencontraient donc les exigences en termes de sécurité. Peut-on donc affirmer que ces véhicules présentent un risque pour la sécurité? Qu'en est-il des motocyclettes, cyclomoteurs ou encore de la moto 3 roues Bombardier Spyder, dernièrement autorisée? Puisqu'ils ne sont pas soumis à des tests de collision, doit-on conclure qu'ils présentent un risque pour la sécurité et que nous devons en restreindre l'accès? Ce n'est pourtant pas ce qu'un récent projet pilote du ministère laisse entendre. Son projet pilote du 17 juin 2008 visait plutôt à réduire les exigences en matière de connaissances, afin de permettre la conduite de cette motocyclette de 1000 cc en exigeant un permis de promenade de classe 5 plutôt qu'un permis de motocyclette. Et finalement, Madame la ministre, comment pouvez-vous justifier que les 2500 véhicules sport avec conduite à droite, qui présentent un sur-risque d'accident de 30 % selon l'étude menée par la SAC, aient toujours accès aux routes et autoroutes du Québec, alors que les 200 véhicules qui se sont vus restreindre l'accès aux routes de 70 km/h et moins, et ce, sans aucune preuve à l'effet qu'ils sont dangereux? À la lumière de ces informations, ainsi que des autres éléments apportés dans notre mémoire, nous n'attendons rien de moins que la levée du moratoire et la levée des restrictions sur l'immatriculation et la circulation des véhicules à conduite à droite. Les propriétaires de véhicules qui, ayant fait l'acquisition de leurs véhicules en toute légalité, doivent dès maintenant retrouver leur droit de circuler dans les zones de plus de 70 km/h. Madame la Présidente, merci. Merci beaucoup, Madame Bonneville. Alors, la parole est à la ministre des Transports pour un échange. Comme nous avons du retard, puis on a 3 groupes à recevoir, on est en train de faire des calculs là, pour essayer de vous enlever des minutes assez équitablement aux 3 groupes. Alors, commencez, puis on vous dira combien. Alors, merci, Madame la Présidente, puis ça nous convient, effectivement. Alors, merci, Marlène. Alors, Monsieur Bourbeau, Monsieur Mailloux et Monsieur Laframboise, merci d'être présents. Puis, même si vous ne parlez pas du projet de loi 71, ça nous fait plaisir de vous recevoir et c'est un sujet qui nous intéresse. L'opposition et le parti au pouvoir également. Madame la Présidente, si vous me permettez, avant d'entrer de jeu pour faire une mise en table ou une mise en contexte, là, je vais demander à Madame Saint-Cyr, qui est la vice-présidente de la sécurité routière à la Société d'assurance automobile, de faire un petit peu un historique ou un portrait d'où on part, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est quoi la problématique et c'est quoi un tout petit peu le dossier du véhicule de conduite à droite et c'est quoi le dossier du véhicule quai et qu'est-ce qui a amené le ministère, sous la recommandation de la Société d'assurance automobile, à poser les gestes qui ont été posés au cours des derniers mois. Alors, merci. Oui, je vais demander le consentement des membres de la commission. Le consentement? Consentement, alors allez-y, Madame. Merci, Madame la Présidente. Alors, Joanne Saint-Cyr, vice-présidente sécurité routière à la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, très rapidement, un portrait d'ensemble. Alors, au Canada, c'est Transport Canada qui établit les normes de sécurité des véhicules, mais ces normes-là ne s'appliquent pas aux véhicules de plus de 15 ans d'âge. C'est dire que les véhicules importés qui ont plus de 15 ans d'âge n'ont pas à respecter les normes de Transport Canada.
Historiquement, on n'avait pas vraiment de grands problèmes avec les véhicules âgés parce que c'était, règle générale, des véhicules de collection ou des véhicules antiques qui roulaient peu. Or, depuis 2005, il y a eu une augmentation substantielle d'importation de véhicules, particulièrement du Japon. Et là, ce qu'on a vu dans un premier temps, on a vu émerger vraiment un engouement pour ce type de véhicule-là. On en avait, je vais dire qu'en gros, il y en a de deux types. Il y a les véhicules, effectivement, auxquels Madame a référé, qui sont plus des véhicules de type sport, pour lesquels il y a des véhicules comparables ici au Québec avec des volants à gauche. Ces véhicules-là, ils sont très intéressants pour les amateurs de véhicules sport, incluant les jeunes, parce que souvent, pour des mêmes performances, on va payer beaucoup moins cher que le véhicule volant à gauche qui est déjà au Québec. Alors donc, en gros, en date du 30 juin 2009, il y en avait à peu près 2130 au Québec. Ça, c'est un premier bassin, si on veut. On a des véhicules comparables, ils peuvent aller vite, ils coûtent moins cher. Puis en plus, parfois, il y a des modèles que les jeunes ont pu voir dans les jeux vidéo puis qu'on n'a pas ici au Québec. Alors, à titre d'exemple, le Skyline, qui est un modèle qu'il n'y a pas ici au Québec et qui peut être importé du Japon. Par ailleurs, il y a aussi les autres véhicules dont Madame a parlé, qui sont des véhicules quais, et que ce soit des cars, des petites autos ou des camions, qui, eux, effectivement, n'ont pas de véhicules comparables et qui n'ont pas nécessairement là, les mêmes caractéristiques en termes d'usage que les véhicules de type sport. Alors, effectivement, on a suggéré à la ministre, voyant l'émergence du phénomène, sachant que ça intéressait particulièrement les jeunes, d'arrêter momentanément l'entrée au Québec et le droit de circuler à de nouveaux véhicules. Il y a une étude qui a été faite pour déterminer le surrisque des véhicules volant à droite. Alors, ce qu'on a fait, c'est que pour 2 ans, on a pris l'ensemble des véhicules qui étaient 2130, on a pris 2130 véhicules volant à droite, qu'on a comparé à des véhicules similaires qui étaient volant à gauche déjà au Québec. Et là-dessus, là, on a bénéficié de l'aide de l'AMVIC qui nous a fourni une liste de véhicules comparables. Ce qui a été établi, c'est qu'il y avait un surrisque moyen de 30 %. Et on a isolé le facteur âge, là, et on a fait, effectivement, il n'y a pas des personnes âgées en nombre substantiel qui avaient de tels véhicules. En gros, ça allait de 16 à 34 ans. Alors, on a fait 3 catégories, les 16-19, les 20-25 et les 25-34, 26-34. Et dans toutes ces catégories-là, pour les 2 années de référence, il y avait un surrisque. Alors donc, je prends un jeune de 18 ans qui conduit un véhicule X volant à gauche, j'en regarde un du même groupe d'âge qui conduit un véhicule volant à droite, et il y a un surrisque dans le volant à droite. Alors, c'est pour ça qu'on a suggéré, effectivement, on a démontré qu'il y avait un surrisque. On nous a récemment fait la mention, le commentaire que vraisemblablement, le risque était dû au fait que c'était nouveau, la conduite du véhicule, puis que sur la base d'une étude de Transport Canada, on pouvait penser que les 2 premières années qu'on a un véhicule, il y a une accoutumance, une adaptation qui se fait, puis le risque décroît. Or, nous, on avait fait, cette étude-là avait été montrée en 2006, avait été l'objet d'une publication en 2006. Nous, on avait regardé les chiffres du Québec en 2006, on n'arrivait pas à un tel constat. Et récemment, à la suite de la réception du commentaire, on a contacté Transport Canada, qui nous a confirmé qu'on ne pouvait absolument pas tirer une telle conclusion de son étude parce qu'eux n'avaient pas poussé l'examen des données sur le 0-2 ans, qu'il y a divers facteurs qui pouvaient là, être en cause. Alors donc, les véhicules volant à droite de type sport surrisquent sur la base de l'étude. Effectivement, on n'a pas ajouté les véhicules qui dans cette étude-là parce que, bon, c'était d'autres caractéristiques. Ce qui nous a interpellés par rapport aux véhicules qui, c'est que ceux qui étaient fabriqués avant les années 98-2000 n'avaient pas à subir de tests de collision, n'avaient pas à répondre à des normes de sécurité au Japon. Sur cette base-là, nous, on les assimile plus facilement aux véhicules de type là, basse vitesse, les véhicules électriques qui ont aussi fort peu d'éléments de sécurité. Les véhicules de promenade réguliers, c'est à peu près 42 normes. Les véhicules basse vitesse, c'est à peu près 4. Et dans le cas des véhicules là, 98, 2000 et antérieurs qui viennent du Japon, il n'y avait pas de normes de sécurité à respecter. Donc, c'est sur cette base-là que nous avons suggéré qu'il y ait une circulation dans des zones présentant moins de danger pour ces types de véhicules-là. Donc, ils ont été, la suggestion qui avait été faite, c'est qu'ils roulent dans des zones de 70 km. Alors, ce que je dois ajouter, c'est qu'effectivement, en ce moment,
de tels véhicules de plus de 15 ans d'âge entrent au Canada parce que les normes de sécurité ne s'appliquent pas aux véhicules de plus de 15 ans d'âge. Il y a des représentations qui sont faites par toutes les provinces et territoires auprès de Transport Canada pour qu'ils le haussent à 25 ans, l'âge au-deçà duquel les normes ne s'appliquent plus, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 25 ans. C'est pas 15 ans, c'est 25 ans. Et il y a de surcroît un travail qui se fait à l'échelle nord-américaine avec l'association qui s'appelle AMVA, l'association qui réunit tous les administrateurs en transport motorisé, parce que, bon, il en circule aux États-Unis. Dans la majorité des cas, notre connaissance, ce sont des véhicules plus de type hors route, là, dans les cas des quais. Et ce sur quoi on veut s'entendre, c'est voir s'il y a des règles de bonnes pratiques qui peuvent être établies. Donc, aux États-Unis, ce sont les véhicules de plus de 25 ans d'âge qui ne sont pas soumis aux normes de sécurité. Au Canada, c'est 15 ans. Il y a des pressions qui se font sur Transport Canada pour que ce soit haussé. Dans l'intervalle, pour éviter que le problème grossisse, parce qu'on a conclu à un cas de surrisque dans le cas des véhicules sport, qu'on a conclu à l'absence d'éléments de sécurité dans le cas des quais, nous avons fait les suggestions que Mme la ministre a introduites dans un arrêté qui interdisait temporairement l'ajout de nouveaux véhicules par rapport à ceux déjà immatriculés. Merci. Alors, est-ce que j'ai des interventions de la part des... Oui, je vais... En réponse à Mme... Okay. Non, mais s'il y a des gens qui veulent intervenir suite à l'intervention de Mme Bonneville. Donc, en fait, juste préciser, bon, vous dites qu'il y a plusieurs autres provinces qui travaillent dans le même sens que le Québec. Par contre, nous, les informations qu'on a réussi à ramasser par rapport aux autres provinces, entre autres de l'Ontario, il n'y a aucun travail de leur part qui est fait de ce côté-là. Ensuite, ce que vous dites, c'est que, bon, la norme de 15 ans vise, en fait, à faire rentrer des véhicules de type antique, bon, en faible quantité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous considérez comme faible quantité, parce que quand on parle des véhicules quais, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle de 200 véhicules. Donc, je vois pas l'exagération du nombre, puis qu'est-ce qui est de différent avec les véhicules antiques et les véhicules de collection que vous parlez tout à l'heure. Je sais que tu voulais rajouter. Oui, M. Mailloux. Oui, effectivement. Ce que je voulais aussi apporter comme précision, c'est que lorsque vous avez expliqué que Transport Canada vous ont confirmé qu'on ne pouvait pas tirer des conclusions face aux chiffres concernant l'accoutumance du véhicule, cependant, non, effectivement, on ne peut pas tirer de conclusions, mais aucune étude a été faite dans ce sens-là. Donc, je crois qu'il serait aussi intéressant de faire ce type d'étude, car nous croyons fermement que cela a une influence sur le facteur de surrisque. Et si je pourrais rajouter aussi, au niveau des normes de sécurité sur les quais des années 90, que vous dites qui étaient absentes, nous ne sommes pas d'accord avec ceci. Les normes de sécurité sont peut-être plus difficiles à obtenir. Mais effectivement, les manufacturiers devaient répondre à des normes de sécurité, mais n'étaient pas les mêmes. Les exigences étaient différentes, mais il y avait quand même des normes de sécurité. Si je peux prendre, par exemple, une Suzuki Cappuccino qui a été homologuée et exportée en Angleterre, en Belgique, en France, ce véhicule-là a dû passer des tests de sécurité en Angleterre, notamment, dont j'ai des crash tests que j'ai même d'ailleurs remis le document à M. Bergeron, entre autres, lors de nos précédentes rencontres. Oui. Madame la Présidente, alors Joanne Saint-Cyr à nouveau. J'ai pris soin de distinguer les deux dossiers, les véhicules sport et les quais. Les véhicules sport, l'objet de nos recommandations repose sur le fait que nous avons constaté un surrisque. Je n'ai pas parlé des normes de sécurité pour les véhicules de type sport, puisque des véhicules comparables au Québec, j'ai plutôt mentionné que le problème que nous avions par rapport aux quais, c'était l'absence de normes de sécurité. Ils n'avaient pas à subir de tels tests avant les années 98-2000 au Japon. Alors, c'est pour ça qu'on a eu deux approches différentes. J'ai essayé de distinguer les deux choses dans mon exposé. D'accord. Merci, Mme Saint-Cyr. M. Mailloux, peut-être une dernière Une dernière chose, oui, donc, pour vous dire que la Cappuccino en question pourrait être, à la limite, considérée comme une voiture sport, car c'est une voiture qui est un petit peu plus puissante que la puissance maximale que la catégorie des quais lui permet d'être, et que ce véhicule-là a subi des tests de sécurité dans un autre pays. Et on avait aussi proposé, pour restreindre la problématique, nous comprenons que les jeunes puissent trouver des véhicules ou obtenir des véhicules à faible coût très puissants. Nous avons proposé dans notre mémoire une méthode de restreindre l'accès à ces véhicules-là, c'est-à-dire de faire une classification de voitures sport dont la puissance versus le poids.
Donc, exemple, une Ferrari qui a un poids puissance de 3 kg par chevaux ou une Nissan Skyline GTR qui a une puissance de 3,6 kg par chevaux. Ces véhicules-là pourraient être classés sport et être accessibles seulement après avoir obtenu X mois d'expérience au permis de conduire, ce qui éviterait que des jeunes sans expérience se retrouvent avec des voitures puissantes et plus difficiles à conduire. On n'avait pas ce problème-là jusqu'à maintenant parce que les véhicules de puissance équivalente avec la conduite à gauche coûtaient le triple ou le quadruple du prix que le même véhicule disponible au Japon. Merci, M. Mailloux. Madame la ministre. Oui, si vous me permettez, M. Mailloux, Mme Saint-Cyr me dit que vous avez remis des recommandations ou des pistes de solutions, là, si je ne me trompe pas, alors, la semaine dernière et qu'elles seront prises en considération. Alors, si je tiens à vous rassurer, là, on va regarder ça de façon très particulière, puis on va vous revenir. Maintenant, Mme Bonneville, est-ce que vous avez une photo du petit camion que vous vendez? J'aimerais ça que les parlementaires puissent voir. D'ailleurs, même... Y a-t-il une dans le... Peut-être qu'il y en a... Oui, c'est correct. C'est beau. Non, ça va si c'est dans le... Il n'y a pas de problème. Alors, l'autre question que j'aurais... écoutez, les VBV, on a autorisé la circulation des VBV avec une limite de vitesse au Québec, justement parce qu'au niveau des normes de sécurité, ça avait des normes de sécurité plus faibles qu'une voiture standard. Et dans ce cas-là, on les autorisait à circuler dans des zones où le trafic là roulait pas à 100 puis à 120 ou peu importe, c'est sans la vitesse permise, là, mais où on circulait de façon plus rapide parce que ce matin, nous l'ont dit, le médecin, plus on circule vite, plus on a des chances que les traumatismes ou les blessures soient graves et que les décès soient au rendez-vous si on a un accident. Alors, les VBV, dans ce contexte-là, ont été encadrés justement pour la même raison que on nous suggère, la SAC, de mettre un encadrement sur les quais. Parce que, justement, il n'y a pas eu de test de collision pour les véhicules avant 1998 parce qu'il y a une absence de normes de sécurité. On parlait, sur les bons chiffres, 43 pour un véhicule normal, un véhicule de promenade, 4 pour les VBV, puis on n'en a pas du tout pour les cases. Là. Alors, expliquez-moi là, pourquoi on devrait être plus tolérant ou moins exigeant pour un case qu'on l'a été pour un VBV, alors que c'est à peu près le même profil en termes de sécurité sur le réseau routier? Bien, en fait, premièrement, si vous me permettez, les VBV ont une vitesse maximale de 60 km/h. Alors que, juste pour préciser... Non, c'est pas... Juste pour préciser, oui. Mais juste pour préciser, une vitesse différente. Deuxièmement... Non, mais attends, Marlène. La limite de vitesse a été mise en place à partir des éléments de sécurité du véhicule. On comprend qu'un véhicule qui est moins sécuritaire, parce qu'au niveau de sa conception, qui est moins solide, je pense qu'il n'y a personne ici qui va mettre ça en doute qu'on ne le place pas sur une autoroute. Alors, je pense que personne ici, je pense que vous autres aussi, vous comprenez ça. Ce que je peux préciser pour répondre à votre question, Mme Boulay, oui. Il y a des véhicules spécifiquement dans la catégorie qui sont des véhicules, comme je l'ai mentionné en introduction, qui ont été autorisés par d'autres pays et qui ont passé des tests de collision. Par exemple, et comme on en a parlé avec M. Barry, le Suzuki Jimny qui fait partie de la catégorie qui est l'équivalent ici au Québec du Suzuki Samurai. Donc, probablement que la majorité... des hommes, je devrais dire, connaissent le Suzuki Samurai. C'est le même véhicule en tout point qui était commercialisé sous le nom de Samurai ici en Amérique du Nord, alors qu'il était commercialisé sous le nom de Jimny. Ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres véhicules comme celui-là qui étaient commercialisés dans d'autres pays. Un autre point que j'aimerais juste apporter, si vous me le permettez, on parle depuis tout à l'heure qu'à partir de 98, 2000, il y a des normes ont été changées au niveau des véhicules qui. C'est à partir de ce moment-là où il y a eu des exigences spécifiques au niveau des tests de collision. Puis, si on regarde les véhicules, en fait, avant 98 ou avant 2000, peu importe l'année qu'on choisit, parce qu'il y a eu une année où c'est rentré en vigueur puis une année d'application, si on regarde les véhicules avant l'entrée en application des normes au niveau de la collision versus après et qu'on les compare, les véhicules sont pour la plupart identiques en tout point, mis à part, évidemment, des petits changements esthétiques. Puis, à ce fait, j'ai même apporté des photos, si vous voulez, que je vous montre la différence. Mais ce sont, à toute fin pratique, le même véhicule qui était disponible avant et après la mise en application des normes de collision. Madame la ministre, il vous reste 3 minutes et demie. Je vais passer juste un commentaire, puis je vais laisser la parole, si vous me permettez, M. le Président. Ils peuvent s'apparenter puis avoir l'air pareil, mais ils n'ont toujours pas passé les tests de collision, ils répondent pas aux normes de Transport Canada. Ce qui se fait dans d'autres pays, puis qu'ils aient répondu les cases à d'autres tests de collision dans d'autres pays, c'est pas nos règles chez nous. Alors nous, on vit pas en Europe, on vit pas dans d'autres pays, on vit au Canada.
Et ces véhicules-là, s'ils ne répondent pas, s'ils n'ont pas passé les tests de collision, ils ne répondent pas aux normes. Là. Alors, même s'ils s'apparentent à d'autres, puis même si dans d'autres pays, alors nous autres, il faut se fier aux règles qui existent dans notre pays. Alors, c'est avec cette réglementation-là que les décisions, la recommandation de la SAC, elle est. Mais... Monsieur le Président, je vais laisser mon collègue poser des questions parce qu'il y avait certains éléments qu'il voulait. Oui, Monsieur le député de Chomédé, 2 minutes et demie. 2 minutes et demie. Donc, ça va être des questions à la fin. Si j'ai compris votre exposé, premièrement, bienvenue à vous quatre, mais si j'ai compris votre exposé, vous êtes le seul, présentement, distributeur, parce que tous les autres n'existent plus ou ont dû fermer leurs portes à cause d'un arrêté ministériel qui a amené que vous êtes les seuls à desservir tout le Québec. À ce qui reste, oui, qu'on peut desservir. Présentement, c'est ça. L'autre chose, c'est que vous répondez quoi? Parce que on a le Québec particulièrement est très avant-gardiste au niveau environnement. Et puisqu'on parle de véhicules de 15 ans, quand il y aura des normes environnementales obligeant inspection de véhicules de 10 ans, vous répondez quoi à ça? Parce qu'il y a certains de ces véhicules-là qui arrivent ici passablement modifiés ou qui le sont dans les heures ou les minutes qui vont tomber sur le chemin. Je veux vous entendre. C'est des petites réponses parce que j'ai une ou deux autres questions à vous demander si c'est possible. Bon, pour répondre à votre question, nous avons hâte que ces normes-là rentrent en action au Québec parce que faire fonctionner un système anti-pollution sur une voiture est très, très simple. Et puis, c'est pas parce que la voiture a 15 ans ou plus que le système d'anti-pollution ne peut pas être mis à jour et répondre aux normes qui vont être actuelles au moment où la réglementation va venir en fonction. Si je peux juste me permettre Oui. Pour compléter, pour votre information, en Colombie-Britannique, il y a ces exigences-là au niveau des normes de pollution et tous les véhicules qui sont importés, tels les Kia, doivent passer les tests en matière d'émissions et ils les passent sans problème. Donc, on vous invite effectivement à mettre ces exigences-là en place, puis on invite tous les autres véhicules du même âge qui sont actuellement sur les routes du Québec à passer les mêmes tests. Une dernière question, Monsieur le député de Chomédé. Vous avez mentionné tantôt que vous n'aviez pas d'informations à l'effet qu'en Ontario, il pouvait y avoir une quelconque interrogation relativement à la législation. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Parce que j'ai des informations factuelles à l'effet que la Colombie-Britannique penche très sérieusement pour re-questionner la circulation sur les routes de Colombie-Britannique de ce genre de véhicules-là. Est-ce que vous avez cette information-là? De deux choses. J'ai parlé de l'Ontario. Puis si vous avez lu le mémoire, vous avez vu l'extrait très spécifique d'une personne, je pourrais fouiller le nom, mais d'une personne du registraire des véhicules en Ontario. Pour ce qui est de la Colombie-Britannique, effectivement, la Colombie-Britannique a fait une étude portant un peu du même titre que celle qui a été faite ici au Québec pour étudier justement ce qui en était des véhicules avec conduite à droite. Et à l'heure actuelle, la Colombie-Britannique n'a toujours rien fait pour empêcher les véhicules de circuler. Merci beaucoup. Ça complète l'échange avec la partie ministérielle. Je reconnais maintenant le député de Verchères. Monsieur le Président, je trouve le débat auquel on se livre présentement un peu surréaliste. Pour utiliser un titre de film bien connu, on a l'impression de vivre un peu Back to the Future. Dans ce sens où c'est déjà la 3e fois qu'on aborde cette question en commission parlementaire. La toute première fois, c'était, si je ne m'abuse, lors du mandat de surveillance de la SAQ à l'automne 2008. Mandat de surveillance au cours duquel, dis-je, les gens de la SAQ nous ont dit « il n'y en a pas de problème avec la conduite à droite. » Il n'y en a pas de problème avec la conduite à droite. Oh oui, je vais vous sortir de la citation, Madame la ministre. Je voulais même sortir l'étude des crédits l'année passée. Là, non, pas vous, les gens de la SAQ. Alors, il n'y en avait pas de problème à l'automne 2008. Alors, on nous disait tout à l'heure, il n'y en avait pas de problème au cours de 2005, mais jusqu'à l'automne 2008, il n'y en avait pas. Selon les dires de la SAQ, il n'y avait pas de problème à l'automne 2008. Or, quelques semaines plus tard, tout à coup, on nous arrive avec un moratoire. Moratoire que nous avons chaudement et sérieusement discuté lors de l'étude des crédits. On s'en souviendra. Même le collègue de Chomédé a prêté sa voix à ce questionnement de la pertinence du moratoire. Et loin d'apporter des assouplissements,
et sans vraiment donner l'occasion aux groupes concernés de se faire valoir, et Dieu merci, nous avons cette occasion aujourd'hui de leur permettre de se faire valoir, on a resserré le moratoire, on l'a prolongé, pour des raisons qui nous apparaissent toujours aussi discutables aujourd'hui. Madame la ministre disait il y a quelques instants, bien, on ne vit pas dans un autre pays, il faut mettre en place les normes dans notre pays. Hein? Mais ça donne que le Québec est la seule province actuellement à interdire la circulation de ces véhicules sur les routes, sur ces routes. Alors, c'est pour le moins préoccupant. C'est pour le moins préoccupant. Et ce que je trouve également préoccupant, c'est de voir qu'on ne tient pas compte des études de collision qui ont été des enquêtes, des études au niveau de sécurité, des enquêtes de collision qui ont été faites dans d'autres pays. Ben là, on me dira, oui, mais c'est parce que c'est pas le même pays. Mais je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques instants à cet égard. Mais comment peut-on justifier, pour des raisons de sécurité, qu'on n'accepte pas qu'un véhicule qui comporte une carrosserie, donc une certaine protection, ne puisse circuler sur des routes de plus de 70 km/h, alors qu'on permet à des cyclomoteurs qui ne dépassent pas 70 km/h de pouvoir circuler sur des routes de plus de 70 km/h. Moi, j'aimerais ça qu'on m'explique la logique un peu tordue à première vue qui permet ce genre de choses, qui fait en sorte qu'on interdit d'une part des véhicules comportant une carrosserie, qui ont fait leurs preuves à l'étranger, quant à la sécurité, de circuler sur des routes de plus de 70 km/h, puis que sur la base du même argument de sécurité, on permette à des cyclomoteurs qui ne peuvent pas dépasser 70 km/h d'aller sur des routes de plus de 70 km/h. C'est-à-dire, là, il va falloir qu'on m'explique. Là. Il y a peut-être un élément qui m'échappe, manifestement, où il y a une logique que la logique ne saurait comprendre dans l'esprit du ministère puis de la Société d'assurance automobile du Québec, mais manifestement, il y a comme un malaise dans le problème, je dirais. Alors, moi, j'aurais le goût simplement de demander à nos témoins en quoi les études de collision qui ont été réalisées à l'étranger peuvent-elles s'avérer pertinentes dans l'analyse qui doit être faite par la Société de l'assurance automobile pour éventuellement permettre la circulation de ces véhicules sur les routes du Québec? Ce sera, monsieur... Allez-y. On donnait l'exemple tantôt du Suzuki Jimny, qui est aussi le Suzuki Samurai, qui est le même camion qui était vendu ici en Amérique du Nord, qui est vendu sur le nom de Jimny au Japon puis en Asie. Ce véhicule, le Suzuki Samurai, a subi des tests de collision aux États-Unis. Normalement, ces tests de collision-là devraient être bons ici au Canada. C'est le même véhicule à une coupe de détail minime. À 99%, c'est le même véhicule. Là. Ça en est la meilleure preuve qu'il y a des véhicules japonais qui ont été apportés ici au Canada, qui étaient légaux au Canada. Avez-vous connaissance d'autres types de véhicules qui circulent librement sur les routes du Québec, qui n'ont pas été soumis à des tests de collision ici au Canada? Oui, excusez-moi. Tous les véhicules d'avant 1971 n'ont pas eu à passer des normes de sécurité parce qu'il n'y avait pas de normes de sécurité dans ces années-là. Et il y a beaucoup plus de véhicules qui sont plus vieux que 1971 qui circulent sur les routes du Québec en ce moment. Et je pouvais rajouter aussi, lorsqu'on parle des normes de sécurité d'autres pays, je ne connais pas vraiment de pays industrialisés qui ne prend pas à cœur la sécurité de ses citoyens. Et pour en donner un exemple, au Japon, les motosports sont interdites parce qu'elles sont trop dangereuses. Tandis que partout dans le monde, on peut utiliser ces motosports-là et rouler à 320 km/h si on le désire. Et qu'on vient de me dire que le Japon, qui construit des voitures comme Toyota, Honda, que leurs voitures qui n'ont pas eu à subir certains types de crash tests dans leur pays, seraient rendues au Canada des bombes sur roues. Je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que je ne crois pas que manufacturier comme Toyota s'amuserait à fabriquer des voitures qui peuvent rouler et atteindre des vitesses de 120, 130, 140 km/h dans certains cas sans se soucier de ce qui pourrait arriver si jamais il y avait un accident avec cette voiture-là. C'est tout. Monsieur le député de Verchères. La ministre dit ces deux choses, je ne sais pas, là... La parole est à vous, monsieur le député de Verchères.
Ben oui, je sais qu'elle peut me répondre. On a eu plusieurs réponses de madame jusqu'à présent sur ce dossier-là, et des réponses tout aussi divergentes les unes que les autres. Alors, je vais me permettre de vous poser la question sur les... parce qu'il y a deux catégories. Hein? Il y a les véhicules de plus de 15 ans et il y a les véhicules plus récents. Est-ce que je me trompe si les véhicules Key sont peut-être dans la catégorie des véhicules plus récents? Ben, en fait, il y en a depuis les années fin 80, des véhicules Key, et ça, jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore qui sont fabriqués. Importés, évidemment, sont des véhicules oui. 15 ans et neufs? Non, 15 ans et plus. 15 ans et plus, parce qu'il n'y a aucun moyen de les rentrer s'ils ont moins de 15 ans. Parce qu'il y a une protection du marché ici au Canada qui fait que seulement les véhicules qui sont commercialisés par le fabricant directement au Canada peut rentrer au pays. J'aurais un point à apporter là-dessus. En ce moment, Chrysler fabrique le Jeep Wrangler 2010 aux États-Unis avec le volant à droite. On peut aller chez un concessionnaire Chrysler aux États-Unis, acheter ce Jeep-là qui a le volant à droite, et on peut le faire importer au Canada parce qu'il est éligible à l'importation vu qu'il répond aux mêmes normes de sécurité canadiennes et américaines. Donc, comme il n'y a aucun règlement en ce moment, la loi fédérale qui oblige d'avoir le volant à gauche, on peut tout à fait se procurer un véhicule neuf et le conduire avec le volant à droite en ce moment au Canada. Et au Québec? Et au Québec aussi. Et au Québec aussi. C'est un véhicule neuf qui n'est pas visé par les présents arrêtés ministériels. Donc, moi, je peux aller me chercher un Jeep Wrangler 2010. Pas au Québec. Pas au Québec? Non. OK. Depuis maintenant. Depuis les arrêtés ministériels, en fait, on ne peut plus parce qu'il y a le volant à droite. Mais s'il n'y avait pas eu les arrêtés ministériels, on aurait pu... circuler partout ailleurs au Canada. Partout ailleurs au Canada, oui. Et répond aux normes de Transport Canada. C'est le même véhicule. Et comme il n'y a aucun règlement et loi au niveau des normes de Transport Canada qui oblige le volant à être du côté gauche, Honda pourrait demain matin, dans ses usines d'Ontario, sortir des Honda Civic avec le volant à droite et les offrir dans les concessionnaires du Canada, et il n'y aurait aucun problème au niveau de la réglementation en ce moment. Monsieur le député de Verchères. Comment vous expliquez dans ce cas-là cet acharnement de la part de la SAQ à vouloir interdire la circulation sur les routes de plus de 70 km/h de vos véhicules? Le manque d'information, pour commencer. Par rapport aux 70 km/h, vous m'avez posé la question? Mm-hmm. OK. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a 205 K-cars en ce moment. Pourquoi interdire 205 personnes? Déjà qu'il y avait un moratoire d'interdire de nouveaux véhicules à rentrer sur le réseau routier. Là, on vient rétroactivement, je crois que c'est du jamais vu d'ailleurs au Québec, rétroactivement enlever le droit de circulation, restreindre le droit de circulation à ces véhicules-là. On est 205. On représente, je ne sais pas combien de millièmes de 1% là, par rapport au parc automobile du Québec d'à peu près 5 millions de véhicules. On n'a vraiment aucune idée de où ce qui s'est passé. Puis en plus, ces quais-là n'ont même pas fait partie de l'étude que la SAC a faite. Donc, on a vraiment... je crois que cet acharnement-là est simplement basé sur des présomptions et sur des idées mal conçues et un manque d'information par rapport à ces véhicules-là. Monsieur le député de Verchères. D'ailleurs, si j'ai bien lu votre mémoire, vous recommandez de reprendre, j'essaie de retrouver la recommandation, de reprendre, prochaine page, une étude complémentaire pour éclaircir et approfondir certains points. Oui. OK. Alors, je ne sais pas si les gens de la SAQ seront ouverts à cela. Vous parlez d'une évaluation par la SAQ d'un miroir spécialement fait pour la conduite à droite. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que comme nous croyons que le facteur de l'accoutumance aurait un effet sur le surrisque, pour minimiser le surrisque lié à l'accoutumance, il existe un miroir que l'on peut placer dans le coin avant-gauche du pare-brise qui permettrait au conducteur qui est assis à droite d'avoir la même vue, même une meilleure vue pour en avoir fait l'essai, de la circulation en sens contraire, advenant le cas où il devrait faire un dépassement. Mais ce miroir-là serait plus bénéfique à des nouveaux conducteurs pendant la période d'accoutumance. Parce que lorsqu'un conducteur est habitué et est accoutumé à son véhicule avec la conduite à droite, il n'a plus besoin de ce rétroviseur-là parce que son expérience et son jugement s'en trouvent à être modifiés et les manœuvres se retrouvent à être modifiées en cette fonction-ci que la visibilité n'est pas nécessairement la même. Comme, par exemple, si on veut prêter notre véhicule avec le volant à droite à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il n'y aurait d'ailleurs aucune gêne et aucune restriction de devoir effectuer une manœuvre de dépassement puisqu'il pourrait voir ce qui se passe dans l'autre direction.
Monsieur le député de Verchères. Merci, Monsieur le Président. Je constate qu'au niveau d'un des deux mémoires, on recommande de mettre un terme à ce moratoire ou à tout le moins d'éliminer la partie rétroactive ou l'application rétroactive de ce moratoire. Selon vous, y a-t-il, vous avez dit à votre connaissance que c'était sans précédent, y a-t-il d'autres cas d'application de moratoire comme celui-là, d'application rétroactive? À notre connaissance, on n'en a pas vu d'autres. Puis, si je peux revenir là-dessus, justement, nous, ce qu'on demande, c'est effectivement que ce soit levé, puis que ces quelques 200 propriétaires-là, entre autres, retrouvent leurs droits. On a parlé en introduction, des pertes qui s'échelonnent en centaines de milliers de dollars pour nous en tant qu'entreprise, mais on peut aussi parler des pertes pour ces gens-là. Ces gens-là, comme je vous ai dit, qui peuvent même plus sortir de chez eux parce que le rang en avant de chez eux est de 80 km/h, donc ils sont carrément prisonniers chez eux. Et puis la réponse qu'on leur donne présentement de la part du ministère ou de la SAC, c'est vendez votre véhicule si ça vous convient plus comme application. Mais aujourd'hui, s'ils veulent vendre leur véhicule, ces gens-là, ils se tournent vers qui, puis quel genre de montant d'argent ils vont avoir. Eux aussi, ils ont eu des pertes, puis je crois pas que ce soit acceptable qu'on afflige ça à des propriétaires. Monsieur Mailloux, vous voulez compléter? Oui, compléter. Comme moi, par exemple, qui ai acheté mon véhicule en 2008, une Suzuki Cappuccino, que pendant un an, je pouvais la conduire sans aucun problème, et du jour au lendemain, je suis restreint au chemin de 70 km/h. Mettez-vous à ma place, là. Pourquoi est-ce qu'on m'a permis d'acheter ce véhicule-là et de l'immatriculer en toute légalité, en toute conformité, puis du jour au lendemain, on me l'enlève pour des raisons et des motifs douteux? Je comprends pas, là. Je peux même plus me rendre sur l'île des Sœurs. J'habite sur la rive sud de Montréal. Je peux même pas me rendre à Verdun parce que la ville est entourée de l'autoroute Bonaventure ou du pont Champlain que je peux même plus emprunter. Ça revient ridicule. Même en milieu urbain, ces voitures-là, au Québec, avec cette restriction-là, sont très difficiles à conduire. On peut plus rien faire avec. Donc, effectivement, j'ai un véhicule que j'ai payé 8 000 $ il y a un an, que maintenant, je regarde, puis je peux même plus rouler avec. Je peux même plus vraiment le revendre parce qu'il n'y a personne qui est intéressé à l'acheter. Donc, c'est ça. J'ai un 8 000 $ qui est pris dans une boîte en métal que je regarde aller puis que je peux rien faire avec ça. Monsieur le député de Verchères, un peu plus d'1 minute. Je comprends également que ce à quoi vous seriez attendu, à tout le moins, c'est un préavis suffisant pour vous permettre de, comme dirait l'autre, de vous retourner sur un dixaine. Là. Un préavis suffisant, mais surtout pas une action rétroactive. On peut comprendre les craintes dues au manque d'information, mais qu'on n'y aille pas rétroactivement. Là, c'est enlever une permission qui existait déjà. Je crois que les clauses grand-père ont toujours existé au Québec, font partie de notre culture, je crois. Et du jour au lendemain, cette méthode de procédé a été bafouée. Là. Ça n'a juste aucun sens. Là. C'est comme si on obligeait les voitures antiques de 1971 et plus vieilles à obligatoirement porter une plaque C. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui seraient mécontentes de ne pas pouvoir prendre leur voiture pour aller visiter leur famille ou se promener, notamment des employés, comme exemple Marc Barry de la SAC, qui possède une de ces voitures-là. Et eux autres ne sont pas limités aux... Eux autres ne sont pas limités, ils ont le choix. En fait, la loi n'est pas claire là-dessus, mais pour l'instant, ce qui semble être utilisé comme méthode, c'est qu'on donne le choix à ces véhicules-là d'être plaqués promenade ou d'être plaqués avec une plaque C avec des restrictions. Merci beaucoup. Ça complète les échanges. Avant de reconnaître le député de Shefford, j'aurais besoin du consentement des membres de l'Assemblée, puisque le député de Shefford n'est pas membre de la commission. Est-ce que j'ai le consentement des membres de la commission? Monsieur le député de Shefford, vous avez 4 minutes. Oui, merci, M. le Président. Rapidement, c'est un débat qui est très intéressant. Premièrement, merci d'être là. Puis je renchéris sur ce que mon collègue de Verchères a dit sur ce qui a pu se passer depuis un an pour que, soudainement, on vous impose un moratoire. Mais pour le bénéfice des parlementaires et pour ceux qui nous écoutent ici, donnez-nous l'exemple de quelqu'un qui fait venir un gars ou une fille, un Mitsubishi Lancer Evolution ou un Impreza, qui a 15 ans d'âge, qui arrive au Québec. Qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir une plaque d'immatriculation rapidement? Expliquez-nous ce qu'il y a. Oui, c'est une inspection mécanique. On doit faire des modifications fort de jour. Les pneus doivent être conformes DOT. Il y a bien des petites modifications qu'il faut faire pour rendre le véhicule conforme à la SAC, pour aller le passer à l'inspection. Un coup de l'inspection passé, l'inspection où? Sur un mandataire de la SAC. Parfait. Tous les véhicules qu'on a vendus ont passé par un mandataire de la SAC, ont été approuvés comme quoi qui était légal pour la route. Puis c'est à partir de là qu'ils nous ont mis des restrictions. Considérez-vous que c'est assez, que vous pourrez vous en demander plus, ou vous seriez prêt si vraiment les règlements étaient plus sévères encore? Aucun problème. Les véhicules qui arrivent du Japon de 15 ans sont dans le meilleur état que les véhicules qu'on a ici sur la route qui ont 5 ans.
Aucun problème. Qu'est-ce qui est pollution? Sur à peu près 250 véhicules, on n'a jamais eu un véhicule qui manquait un anti-pollution dessus que j'ai reçu du Japon. Regarde, aucun problème. On pourrait avoir des restrictions de pollution, rajouter des miroirs. Les véhicules n'ont pas de rouille, ils sont en très bon état. Puis ils sont de loin supérieurs aux véhicules qui ont 5-6 ans ici au Québec. La plupart des consommateurs de ceux qui font venir, et puis ma question va être adressée après ça à la personne qui représente la Société d'assurance automobile, ce sont des fanatiques, si on peut appeler ça comme ça. Ce sont des gens qui veulent un véhicule qui, plus souvent qu'autrement, sont pas un Civic avec un moteur, un V9 qui n'est pas disponible au Québec, ou un Lancer, ou un Skyline. Skyline, je comprends qu'il n'y en a pas encore. Ce sont des gens qui veulent nécessairement un véhicule qui est meilleur que ce qu'on peut offrir au Canada ou en Amérique du Nord. Est-ce que je me trompe? Vas-y. OK. Non, vous vous trompez pas. Et d'ailleurs, une étude des Statistiques Canada démontre que les goûts des Québécois diffèrent grandement du reste du Canada et des Américains et que c'est au Québec qu'on achète le plus de véhicules importés de d'autres pays. Donc, la seule porte de sortie que les Québécois ont pour pouvoir se procurer les véhicules qui satisfont leurs besoins, ce sont les véhicules que l'on peut faire importer qui ont 15 ans d'âge ou plus, qui étaient disponibles dans d'autres pays à ce moment-là. Et Mme la ministre parlait tout à l'heure des systèmes d'antipollution qui, des fois, étaient modifiés et enlevés, même lors de l'importation et avant. Bien, encore une fois, si la réglementation est en place, remettre ça en système d'antipollution actif, ce n'est pas du tout un problème. Est-ce que vous avez eu accès dans la dernière année, soudainement, la SAC nous dit qu'il y aurait peut-être un sur-risque de 30 pour un Subaru WRX 2002, pas 2002, mais 94 japonais, ou Impreza ou vis-à-vis un WRX 2002. Est-ce que vous avez eu accès à cette étude qui démontre que certains des véhicules propriétaires donc d'importation seraient plus dangereux que d'autres? Est-ce que vous avez eu l'accès à l'étude de Madame? On a demandé les chiffres sur lesquels ils ont basé leur étude et tiré leurs conclusions qu'on n'a pas encore reçues ou en partie. Cependant, qu'est-ce qu'il faut préciser dans l'étude, c'est qu'est-ce qui a été pris en considération dans l'étude, ce sont les accidents et ça comptait aussi les accidents de véhicules qui étaient stationnés, exemple, à une lumière rouge et qui se sont fait rentrer dedans. Il n'y avait aucune notion de responsabilité dans l'étude au niveau des accidents et n'impliquait que des dommages matériels, donc des dommages que la SAC n'avait pas indemnisés. Oui, merci, M. le Président. Oui, bien c'est ça. Là. On va aller questionner Madame, parce qu'elle doit vibrer, parce que c'est certain qu'elle voit que je m'en vais là. Est-ce que... Je vous informe qu'il reste 20 secondes. Alors, voilà. Techniquement, on questionne... Est-ce que, premièrement, M. le Président, est-ce qu'on pourrait avoir comme parlementaire accès à cette étude? Moi, j'aimerais ça comme parlementaire de voir... Si vous voulez questionner, évidemment, ça prend le consentement de l'ensemble des membres. Je pense que tous les parlementaires de la Commission seraient intéressés Je vous laisse 20 secondes pour répondre à la question. Oui, Joanne Saint-Cyr, vous aurez accès avec plaisir. Elle est déjà sur le site Internet. Marc Barry, son volant est à droite. Il n'a pas conduit l'an passé. À gauche, excusez. À gauche. Et quand vous référez aux véhicules, la préférence des Québécois pour les véhicules de type sport japonais, je redis que justement notre préoccupation était celle-là, compte tenu de l'engouement, compte tenu du fait qu'on puisse les procurer à moins cher, le fait qu'ils aient un volant à droite, et présentait-il un risque? Merci. Ça complète. On a largement dépassé le temps. Donc, M. Bourbeau, Mme Bonneville, M. Mailloux, M. Laframboise d'Importation EcoBoat, merci de votre collaboration. Merci de votre contribution aux travaux de cette commission. Je suspends les travaux quelques instants. J'invite les gens de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante à prendre place, s'il vous plaît.